Rabbi Yehuda Halevi, Halevi, Rosa, Shenifta Kayom Azé. Également, s'il vous plaît, Eliaou, Shlomo et Lalouf Bar Mesoda. Bar Mesoda. Oui. Et aujourd'hui, c'est le tzaddik El-Azar Ben Simcha, Abu Hatzera. Et Baba El-Azar Yeah. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ce soir. Ah oui. Yeah. Sûr et certain. Rabbi Yitzhak, c'est passé, Rabbi Yitzhak. Non, pas Rabbi Yitzhak, il a dit de Rabbi Baba El-Azar. Ah, Baba Eleazar. Rabbi, ok. C'est ce soir, allumer une bougie. Zechuto Yagen Alem. Mais c'est pas. Attendez, c'est pas pourquoi moi j'ai. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'ai un doute? Si je ne me trompe pas, c'est dans Ben Ametzarim. Attendez. Donc vous me dites, vous mettez la. Si vous le dites, vous le dites. Mais non, voilà. L'inné. Un instant. Voilà, non. Baba et Lazare, c'est le 27 Tammuz. Ce que je vous ai dit pendant Ben Ametzarim. Baba et Lazare qui a été malheureusement poignardé. C'est ça, yeah. Eh ben, c'est le 27 Tammuz. On m'a dit c'est ce soir sans. Non, c'est le 27 Tammuz. Lui, par contre, il est né le 4 Av. Non. C'est ce que j'ai ici. Bon, alors en tout cas, les Nushmat, tous ceux qui ont besoin pour l'élévation de leurs âmes, Bezat Hashem. Alors, on a avec nous Rabbi Daniel Zaguri, M. Mordechai Rouge, Brouchim Abim. Alors, avant de commencer la Gemara, nous allons commencer la Gemara aujourd'hui. Nous avons, comment dire, du pain sur la planche, et c'est le cas de le dire parce que nous allons parler de pas mal on va reprendre nos halachot. Une question avant de commencer, oui. Rabbi Malkiel. Oui. Qu'est-ce qui, dans la Torah, nous fait le remez de tout Bishvat? Le remez de tout Bishvat. Dans la Torah. Encore une fois. Alors, il y a ce que dit monsieur Harouche. Il y a les premiers psukim de la Torah, cette notion de l'Erovda ou le Shomra, travailler la terre, la préserver et faire et cultiver. Il y a écrit qu'il y a un midrash qui dit comme ça, qu'à Kadosh Baruch Hu, depuis qu'il a créé le monde, il s'occupe que Bemata. Mata veut dire la plantation. Mais c'est un terme qui est assez large. La plantation de quoi? Planter, ça veut dire germer quelque chose, créer quelque chose, produire quelque chose. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de mettre et d'être toujours en train de produire. Et même si on a l'impression qu'on ne produit pas, par exemple, au moment où, en hiver, où il n'y a pas de fruits, il y a une bonne question qui se pose. Pourquoi tout Bishvat? Pourquoi fêter, j'allais dire, la production des fruits de l'arbre et les arbres? Tout Bishvat, alors que vous voyez ce qui se passe dehors. C'est mieux pendant l'été où les arbres sont chargés de fruits. La réponse, c'est que même lorsqu'on a l'impression que ça ne produit pas, ça se fait à l'intérieur, le travail. Et si le travail se fait à l'intérieur comme il se faut en hiver, avec toutes les pluies, elle va emmagasiner toutes les pluies, la sève va monter va remonter dans l'arbre, dans le tronc. À ce moment-là, au printemps, on va avoir des fruits ainsi qu'en hiver. Mais tout ça, ça vient d'un travail qui est fait avant, pendant cet hiver. Mais s'il n'y a pas de travail, il n'y aura ni de printemps ni d'été. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de travailler, d'avancer, de produire. Et même si on a l'impression que parfois, ça ne bouge pas, il n'y a rien qui se fait, il faut être patient et on verra le résultat plus tard. Il y a plusieurs comparaisons. Entre l'homme et les arbres. Qui a Adam ou Etz Hasadeh, c'est un pasouk, n'est-ce pas, dans la Torah, lorsque l'homme va aller en guerre et va aller assiéger les villes, il n'a pas le droit de couper les arbres. C'est un sourd de couper les arbres parce qu'il est
l'homme comment dire, il est comparé à l'arbre. C'est-à-dire, il est nourri de l'arbre. J'ai vu aussi quelque chose de très intéressant. Donc, vous parlez de ça parce qu'on termine clôture Tou Bishvat. Hier soir, j'ai écouté une petite sikha du Rabbi de Lubavitch. Monsieur Harouche, vous avez écouté ça, vous allez apprécier. Oui, oui, tout à fait, je vous écoute. Il dit le Rabbi, que pourquoi on remarque qu'il y a les 7 fruits d'Eretz Israël qu'on connaît tous. Hier, nous avons fait le Seder. Je ne sais pas si vous avez participé au Seder, ceux qui étaient là sur le Zoom. Bon, en tout cas, moi, ça s'est très bien passé, Baruch Hashem. Et on a fait donc on fait les 7 fruits d'Eretz Israël, etc. Et on met l'emphase beaucoup sur les fruits. Bien que dans le verset d'Israël, on parle de Hita, Seora, on parle du blé, de l'orge, etc. Mais on met beaucoup, vous verrez sur les tables, ce n'est pas des bûches ou des gâteaux ou des cakes. C'est surtout des fruits qui sont mis à l'honneur. Voyez-vous? Donc, on parle beaucoup des fruits. Donc, il y a une notion dans les fruits qui est intéressante. C'est quoi? Il dit que les fruits, le Rav de Lubavitch dit que le fruit, ça procure du plaisir. Le fruit n'est pas un élément de première nécessité. L'élément de première nécessité, c'est le pain. C'est le blé. Ce que je vais manger pour me nourrir, c'est le minimum. J'ai besoin de ça. OK? Par contre, tout ce qui va être fruits, etc., c'est un luxe. C'est par plaisir. Le bon Dieu nous a donné ça pour le plaisir. Alors, il dit dans le service divin, comme je l'ai rappelé hier, que Hita, la valeur numérique de Hita, c'est 22. Ça rappelle les 22 lettres de la Torah, qui est notre pain de résistance. Mais comment il doit être? La Torah, oui, c'est notre vie, tout à fait, mais on ne doit pas le vivre comme la Torah, comme tu sais quoi, je le mange parce que j'ai faim, je vais faire ça. Non, ça doit être aussi un plaisir. Et donc, c'est pourquoi on met l'emphase sur les fruits. Pour dire que notre Torah est comparée aux fruits, et lorsque nous étudions Torah, et on s'adonne à l'étude de la Torah, et donc il doit être comparé à cette dégustation de fruits que l'on fait, qui laisse une sucrosité en bouche, qui laisse quelque chose de bon. On se gâte en prenant un fruit, pareil en étudiant la Torah, c'est ça qu'on doit sentir, qu'on doit avoir en bouche. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas Tou Bishvat, monsieur Derry, monsieur Moïse Derry a demandé si on le faisait au Maroc. Alors, cette coutume, c'est une coutume des Mekoubalim qui est rapportée à l'époque de Tzfat. Mais avant ça même, il y avait un Rav qui s'appelle un Rav Soussan de l'époque contemporaine au Shulchan Aruch, de Rav Yosef Karo. Il écrit déjà que ça se faisait ce Seder. Et je pense que ce Rav, provient du Maroc ou d'Afrique du Nord. Donc, c'est vraiment, ce minag, il y était, mais ces dernières années, il est devenu plus en plus, il a été développé. Et je pense beaucoup aussi avec le côté médiatique, et le côté, j'allais dire même chassidique. Chez les chassidim, les admourim et tout ce qui est minag comme ça, qui est en rapport avec la mystique, la Kabbalah, eux, c'est les pros. Et il faut voir les admourim, ce qu'ils font maintenant pour Tou Bishvat. Les tables qu'ils font avec les milliers de chassidim autour d'eux, en train de leur donner les pommes et je ne sais moi quels fruits. Mais ça a été beaucoup médiatisé. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui ont été, j'allais dire, médiatisées, mais c'est bien, c'est très bien. Au contraire, ça met le minag. Mais c'est rapporté dans la halakha que Rosh Hashanah Leilanot, par exemple, aujourd'hui, on ne fait pas Tahanoun, on ne fait pas le vidouille, on ne fait pas, parce il y a une certaine simcha, à ce moment-là. Ça, c'est par rapport à Tou Bishvat. Maintenant, la paracha de Yitro, un petit mot. Vous savez que nous allons lire les 10 commandements, ce paracha. Les 10 commandements. Les 10 commandements, cette paracha. Justement, est-ce que quelqu'un a des nouvelles de ce qui se passe avec les lieux de culte? Je ne sais pas, j'ai cherché aujourd'hui sur… il va parler demain. Vous savez que jeudi, les Tunisiens, ils vont faire la Siaouda d'Yitro. Mais vadaï. C'est pour ça. Alors, je me suis converti au culte tunisien pour la Derprout, la Boucha et la Siouda de Yitro. Bravo. Bravo. Ils font la Siouda le jeudi de Yitro pour remercier Akadosh Baruch Hu. À l'époque, il y avait une épidémie en Tunisie et les enfants qui touchaient beaucoup les enfants. Et alors, donc il y a eu une grande épidémie et elle s'est arrêtée
jeudi de Parashat Yitro, c'est ce que j'avais lu. Et depuis, donc, ils font vraiment des repas pour remercier Hachem. Ils font tout en miniature. Les petits choux, les petits coquelets, les petits éclairs, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir rappeler ce miracle. Maintenant, il y a juste un petit chidouche sympathique que j'ai vu. Je vais vous laisser avec ce chidouche avant de commencer la Gemara, pour entrer dans le vif du sujet de la Gemara. Ça tombe bien, tout Bishvat, c'est les brachot. Nous sommes dans le 6e chapitre des brachot, de Maseret Brachot, qui traite essentiellement, comme j'ai dit, des lois sur tous les aliments que l'on va manger, et sur des recettes, sur des préparations à base de pain, à base de fruits, cabéra à faire. C'est très complexe. L'autre fois, ça fait 2-3 shiurim, on s'était posé des questions sur des produits alimentaires, quel bracha faire, etc. Donc, on en avait répondu. On va voir encore aujourd'hui, par exemple, sur les confitures, sur quel bracha faire lorsque le fruit il n'est pas vraiment présent, il est écrasé, broyé, etc. Donc, tout ça, on va étudier dans un instant. Mais avant ça, je vais vous parler par rapport au 5e commandement du décalogue. Le 5e, vous devez le connaître tous. Alors, vous savez que la Torah, les 10 commandements sont en 2 parties. Il y a la partie, j'allais dire, verticale et la partie horizontale. La partie verticale, c'est les mitzvot entre nous et Akadosh Baruch Hu. Je suis Hachem, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Tu ne pourras pas jurer en mon nom. Et tu ne pourras pas... puis après, Shabbat, le Shabbat bien sûr. Et Kabel Avicha va être la 5e. Ok. L'autre côté, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne pas de faux témoignages. Pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas. Le dernier, c'est ne pas convoiter. Maintenant, dans la 5e, la Gemara a dit par rapport à il y a le trait d'union entre la table de la loi qui est en rapport avec notre rapport avec Dieu et le rapport avec nos pères. Eh bien, c'est Kabed Avicha Ve'etimecha. C'est honore ton père et ta mère. Celui qui honore ses parents, Akadosh Baruch Hu va dire, c'est comme si qu'il m'honorait. J'ai le sentiment qu'il m'honore et je vais résider parmi eux. Parce que lorsqu'un enfant respecte et honore ses parents, eh ben Akadosh Baruch Hu dit, je fais bien de vivre et résider ici. C'est comme si qu'il m'honore à moi. Il y a un passouk qui dit comme ça. C'est un passouk de la Gemara, un passouk de Tehillim qui est rapporté dans la Gemara. Très intéressant. Le passouk dit Yoducha Hashem kol malchei eretz ki shamru emre ficha. Passouk, je vous lis. Yoducha Hashem, ils te reconnaîtront Hashem kol malchei eretz, tous les rois du monde, ki shamru emre ficha, parce qu'ils ont écouté les paroles de ta bouche, les paroles au pluriel. Et Agmara, dans le traité Kedoshim, demande, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont écouté les paroles de Dieu? Ça n'a pas été dit au singulier, la parole de Dieu, en parlant de la parole. C'est écrit les paroles. C'est qu'au départ, lorsque Dieu avait dit Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, etc., les Goïm ont eu l'audace de dire, tout ce que le bon Dieu demande, j'ai honte de le dire, mais ce qu'il disait, c'est pour son kavod, c'est pour son honneur personnel. Je suis Dieu, tu n'auras pas d'autre, etc. Et parce qu'il n'y a rien d'autre que lui. Bon, on comprend. Mais tout d'un coup, lorsqu'ils entendent Kabed, Avicha, Ve'etimecha, tu honoreras ton père et ta mère. Ah, ils ont dit quoi? Tout de suite, ils ont dit, Akadosh Baruch Hu ne va pas chercher que son kavod. Bien qu'il mérite que son kavod à lui, c'est vrai, mais que Akadosh Baruch Hu, en fait, est en train de mettre ici les bases d'une société normale et le respect qu'on doit avoir à nos aînés, à notre père, à notre mère. Je comprends que même ce qu'il avait dit au départ, il a raison. Pour pouvoir respecter nos parents, il faut savoir respecter aussi Dieu. Et la Gemara de dire que c'est ça le pluriel. C'est que dès qu'ils ont écouté la fin des décalogues, ils ont reconnu même le début du décalogue. Alors, c'est intéressant. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le Perek Shira? Est-ce que vous avez entendu parler de Perek Shira? Perek Shira,
c'est un recueil de psukim, de versets qui sont dits par les animaux, par toute la créature. Ce livre, il y a énormément de gens qui le lisent tous les jours. C'est une bonne ségoula que de le lire tous les jours. C'est divisé en 6 parties, si je ne m'abuse. C'est partout, vous pouvez le trouver. C'est une bonne ségoula de le lire. Voilà ce que dit, je donne un exemple, voilà ce que les herbes disent, voilà ce que les arbres disent, voilà ce que le chien dit, voilà ce que le cheval dit, voilà ce que la jument dit, voilà ce que... Et tous les animaux presque, on passe un après l'autre. D'accord ? Et à un moment, on va voir que le péred, c'est-à-dire la mule, la prière qu'elle va dire, d'accord, bien sûr qu'on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Un instant, je vous en prie. Un instant, je vous en prie. À ta santé, Marco. Zach. À toi aussi, Zine. Zine d'avoir les Français entre eux. Les bons verres de thé à la menthe. Du bon thé à la menthe. Moïse, il est bon. C'est bien, c'est bien. Chaim les Chaim. Alors, on va voir que donc, la mule, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est intéressant, elle va dire ce pasouk. Le pasouk qu'on vient de citer. Yodoucha Hashem comme al-Kheretz, qui chamrou mepicha. Qui est en rapport à quoi? Qui est en rapport, ce pasouk, à quoi? Au Kibud Avaim, qu'on vient de rapporter. Pourquoi ce pasouk? Pourquoi la mule dit ça? Pourquoi la mule dit... Qu'est-ce qu'une mule? En hébreu, péred. La mule, c'est un animal qui vient d'une relation, d'un croisé, Un jumelage. d'un croisement avec un âne, ou vice-versa, si je ne m'abuse. Et apparemment, le péret, selon les Chachamim, elle ne peut pas procréer. Elle peut pas Elle n'a pas de placenta. Alors, exactement, bravo. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle ne peut pas procréer. Alors maintenant, c'est magnifique ce verset. On comprend bien mieux ce verset. C'est qu'on pourrait dire que l'homme, parfois, il est amené à faire kibboud avem en se disant, de la même manière que moi, j'honore mon père et ma mère, ainsi mes enfants sauront m'honorer et me respecter. Eh bien, le péred, la mule, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ben non, tu honores ton père et ta mère parce que tu dois honorer ton père et ta mère sans attendre aucun retour de l'histoire. Qui est pas de la roue, c'est pas parce que la roue va tourner qu'un jour, toi aussi, on va t'honorer et te respecter. Jamais de la vie. Tu honores ton père et ta mère parce que kabed avi chavet imecha, parce que c'est ce que Akadosh Baruch Hu a demandé, et ça s'arrête là. Et parfois, et honorer son père et sa mère, nous avions étudié à l'époque, lorsque nous avons entamé les cours de Gemara à Ohayim, nous avons étudié tout ce chapitre, de savoir honorer et respecter sans avoir de dérapage, c'est très dur, au point où, je ne veux pas le dire, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara, Abaye disait, moi, je suis chanceux de ne pas avoir connu mes parents. Alors, Gemara de s'interroger pourquoi? Parce que malheureusement, il était orphelin. Il a dit, je sais ce que ça veut dire honorer, ne pas avoir de dérapage. Alors, allez-nous, alechem. Que nous, Baruch Hashem, on a connu, on a le mérite d'honorer. Mais il disait qu'il faut faire tellement attention à quel mot choisir, quoi dire, que dire. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème d'actualité. Le respect des aînés, le respect de nos parents, le respect de ceux qui sont plus âgés. Aujourd'hui, dans le monde de la modernité, où plus tu es fort en technologie, plus tu es avancé, plus tu es ici, tu es à la page et au bout du jour. Et si tu es derrière, eh ben, tu sais quoi? Eh ben non, ce n'est pas comme ça dans le Ham Israël. Dans le Ham Israël, plus tu es proche du don de la Torah, plus on te respecte. Et plus tu t'éloignes, et plus c'est différent. Par contre, c'est le Goïm, celui qui croit à la loi de Darwin, eh ben, plus tu t'éloignes du singe, plus tu deviens un homme, et bien plus on te respectera. Voilà mon Ravera Botaï. Maintenant, on va reprendre ce que la Gemara nous dit dans ma Sechet Berachot Daf Lamed Vav Amud Bet.
Avant de commencer le shiur de Gemara, est-ce qu'il y a une question, que ce soit sur la paracha ou quoi que ce soit, parce qu'elles sont toujours très enrichissantes. Non? Juste à quel endroit on se trouve sur la page? Alors, regardez, moi, j'ai deux possibilités. Alors, on est dans la page Lamed Vav Amud Bet, page 36 en bas. Oui. Maintenant, j'ai une possibilité, c'est de vous mettre le texte du Talmud en face. Mais si je fais ça, vous n'aurez pas le côté galerie de voir tout le monde comme ça, comme on se voit maintenant. Si c'est bien, très bien. Si vous n'aimez pas tellement, on pourra changer et le faire comme ça oralement. Alors, Moi, vous j'ai une mettez question savoir. avant de commencer. Comment? J'ai une question. Bien sûr, je vous en prie. Pourquoi, vis-à-vis de cette mitzvah, qui est une mitzvah comme toutes les autres mitzvot, il nous promet une récompense? C'est une très bonne chéla. Elle n'est pas passée inaperçue. Les commentaires posent cette chéla. Pourquoi spécialement dans la mitzvah de Kibud Avaim, on retrouve ce Leman Yarichun Yamecha? On retrouve cette promesse. N'est-ce pas? Deux fois, on la retrouve. Cette fois-ci, et une autre fois pour la mitzvah du Ken. Bravo. Ouais, bravo, expliquez-vous. La mitzvah du Ken. Du nid. Si tu trouves un nid d'oiseau avec la maman, tu as le droit de prendre les oisillons à la condition d'avoir renvoyé auparavant la mère oiseau. Ça s'appelle la Chukat Aken. Shiluach Hakan. Slicha? Shiluach Hakan. Celui qui renvoie la mère. C'est ça. Loisel. Très bien. C'est les deux seuls mitzvot pour lesquels on connaît la récompense. C'est-à-dire Arichut Yamim, la longévité. Alors, il doit y avoir beaucoup de réponses à ce sujet. C'est pas, comme vous savez, la Torah est riche et dense. Mais d'abord, c'est comme si qu'il y avait besoin de faire ce qu'on appelle un petit shohad. Un petit, comment on appelle ça? Un petit. Un pot de vin. Oh, Dieu donne du shohad maintenant. Non, comment dire? Ça, c'est nouveau. Comme si quand on voulait amadouer et attirer la personne. Soudoyer. Soudoyer, bravo, c'est le mot que je cherchais. Soudoyer pour. Donc, on a le droit de soudoyer. Oui, alors je vais vous dire qu'il faut soudoyer. Tu dois soudoyer tes parents et ton rave. Et ton rave et ton moré. Mon père me disait toujours, avec tes professeurs, mon fils, il faut savoir les soudoyer. C'est-à-dire quoi, soudoyer? Pas dans le côté. Soit bien, soit doux, soit agréable, soit assis. Ils vont voir quelqu'un, ils vont faire plaisir. Ça va leur faire plaisir de t'enseigner. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, moi qui est dans l'enseignement, je dis au Talmud, il me dit, ouais, mais lui, c'est un faillot. Il me dit, c'est un faillot, celui-là. C'est un faillot. Je lui dis, bah, c'est très bien. Faillotage, ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes plus larges, c'est diplomatie. La diplomatie, il faut toujours la voir. Il ne faut pas être hypocrite. Ce n'est pas ça que j'ai dit, d'être hypocrite. Nous, on il faut savoir dire. Hein? Nous, on appelait ça des lèche-bottes. Ouais, lèche-bottes, c'est très bien, elle appelait ça lèche-bottes, mais ce n'est pas ça. Et c'est une erreur, dans le sens où, si c'est hypocrite, bien sûr que c'est lèche-bottes. Si le gars il te dit derrière son dos, après, ça c'est sûr que c'est un lèche-bottes. Mais dans le cas au contraire, il faut savoir comment dire, montrer un beau visage à cette personne qui est devant toi, surtout si tu veux avoir un retour. C'est réciproque, on n'est pas des robots, n'est-ce pas? Vous s'attachez à la poussière des chaussures du rave. Ouais. Être dans les bons papiers du rave. Ouais. Voilà. Et ça dépend exactement. La poussière, je ne sais pas, la neige aujourd'hui. Maintenant, alors Rabotai, alors le Hida, il dit, j'ai une explication parmi tant d'autres, il faudra aller un petit peu chercher. Mais déjà, vous avez rapporté qu'il y a deux mitzvot, on retrouve cette notion de longévité. Il y a le kantipor, c'est-à-dire lorsqu'une personne trouve les oisillons et il vous trouve des œufs avec la maman qui est au-dessus qui couve. Si tu veux manger ces œufs, tu ne peux pas les prendre devant la maman. Tu dois d'abord chasser la maman, après récupérer ses œufs. Et parce qu'il ne faut pas être arzar. Ça t'apprend à ne pas être arzar, ne pas être cruel. Ouais, mais c'est un animal. Mais il n'a aucun. Non, ne pas être cruel, ça c'est la base. Le Sefer HaChinour, j'ai ici derrière moi, qui explique toutes les mitzvot de la Torah, il explique cette notion de rahamim.
Mais après, bien sûr, il y a une notion qui est bien plus qui est ésotérique. Chachamim me disent que c'est en rapport avec le Ham Israël, la colombe, etc. Mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Maintenant, il y a l'autre mitzvah, c'est honorer ses parents. Honorer ses parents. On te propose aussi d'avoir un salaire à cela. C'est intéressant parce que c'est une des mitzvahs qui est, je peux dire, la plus logique des mitzvot. La plus logique, la plus claire, la plus basique. Mes parents m'ont tant donné, à moi de leur donner en retour le kavod qu'ils méritent. Eh bien, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Parce que la familiarité, elle fait qu'elle floute les frontières entre papa et fils. Ça devient un copain, ça devient parce qu'on vit tous les jours ensemble. C'est mon fils, c'est mon papa. Je peux me permettre de tout faire, je peux me permettre de tout dire, je peux me permettre non. Tu ne peux pas me permettre de tout dire. Et même si papa, vous savez que je donne une halakha, selon le Hida, selon selon la Torah, papa il rentre dans la chambre, tu dois te lever. Papa il passe devant toi dans les 2 mètres, tu dois te lever. Et s'il fait ça 10 fois par jour, tu te lèves. Et quand je dis papa, c'est maman. C'est maman aussi. Et papa, si papa il dit ça va, c'est toi, it's OK. Et c'est pour ça que c'est écrit que veille de Kippour, c'est bien que le père dise, avant de rentrer en Kippour, ils disent je suis mohel toi mon fils, je ne tiens aucune rigueur, rien sur rien. Parce que selon la halakha, il doit respecter des choses, mais la familiarité, elle fait que. Alors on te dit, toi, fils, tu veux mériter on va te donner encore plus, un autre sachar, nous dit le Hida. On va te mosif lecha, arichut yamim. C'est quoi arichut yamim? Une longue vie. Mais pourquoi une longue vie? Parce qu'on veut te dire que tu peux t'en passer du kavod avem. Si ton père te dit, ça va, arrête de faire ces chichis, moi je veux pas tout ce kavod. Tu peux t'en passer du kavod, mais tu n'auras pas la promesse qui va avec. Donc la Torah, elle a vu que les futures générations, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer dans les futures générations? Qu'on va arriver à une situation où il y a une familiarité. Trop familier. Alors la Torah te dit, il n'y a pas de problème, sauf que tu n'auras pas cette récompense aussi qui vient avec. Donc pour pousser l'homme à être plus vigilant à cette mitzvah, parce que c'est une mitzvah qui facilement tombe dans le piège de la familiarité, on dit le Haïda, je crois que la Torah ici, elle a proposé. Bon, je ne sais pas si c'est une explication qui est suffisante, ça c'est que j'ai vu. On ne pourra jamais rendre ce que nos parents nous ont donné. Jamais. Non, on ne pourra jamais rendre ce que nos parents nous ont donné, tout à fait. Maintenant, c'est intéressant aussi que monsieur Derrick, quand vous avez parlé de ça, je mets en relief cette notion de maniarichun yamecha, afin que se prolonge vos jours. Yarichun yamecha, c'est comme si que le jour même allait se prolonger. Vous voyez, Yarichun yamecha, on aurait pu dire shanecha ou shnotecha, mais c'est comme si que le jour même se prolonge. C'est quoi l'idée? Yarichun yamecha, le terme. On retrouve aussi les man irbu yemechem vime benechem à l'adama. C'est une notion que le yom, là, parfois le jour, c'est pas spécialement, c'est la qualité du jour. La qualité du jour. En une journée, une personne ne peut rien faire ou elle peut être énormément productive, efficace. Dans ce jour même, dans ce jour, il y a une bracha spéciale. Je vais vous raconter une histoire du Talmud et après je commence la Gemara. La Gemara raconte que vous savez comment Elisha ben Avouya, c'était le rabbin et le rav de Rabbi Meir Balanès. Une des choses qui a provoqué son processus de dévoiement et d'hérésie, alors que c'était le rav de Rabbi Meir Balanès, connaissait tout la Torah. C'était un géant. La Gemara a dit parce que il avait vu 2 anecdotes qui l'ont choqué. Une anecdote avec quoi? Un père qui demande à son fils, mon fils, va chercher, tu vois, il y a là-haut dans l'arbre, il y a ces oisillons, ces œufs avec cette volaille, cet oiseau. Renvoie l'oiseau, amène-moi les œufs. Donc en faisant cela, il fait la mitzvah de Kibbout Avim parce qu'il écoute ce que son père
de bandes de fer. Donc, il monte en haut sur l'arbre. En descendant, il fait une mitzvah aussi de Shiloh Haken. En descendant, le pauvre, il glisse, il meurt. Il a dit, je ne comprends pas. Cette mitzvah, deux mitzvot, où la Torah a dit explicitement, tu vas avoir une longue vie, une longévité. Dans ces deux mitzvot, il est mort. Ça ne colle pas. Ça ne marche pas pour moi. Et toutes ces questions-là, sans réponse pour lui, où il est venu questionner les créateurs pour le questionner, eh bien, pas, sans avoir une émouna, eh bien, l'a amené malheureusement à devenir Aher. On ne l'appelle même plus par son nom, on l'appelle Aher. Pourquoi Rabbi Meir Balanès dans le Talmud, il s'appelle Aherim? Quand la Gemara, elle veut dire Rabbi Meir, très souvent, elle dit Aherim Omrim. Les autres disent, Aherim, c'est-à-dire les autres. C'est qui les autres? C'est l'élève de l'autre. C'est qui l'élève de l'autre? Qu'on ne veut pas dire son nom. C'est Elisha Ben Avouya qui est parti en cacahuète. Et heureusement que, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais Rabbi Meir, plus tard, on va voir que Rabbi Yohanan, etc. Faire le tikkun. À partir du Gehinam, ils l'ont été métaqués, ils l'ont corrigé, ils n'ont pu l'amener au Gan Eden. En tout cas, mais il est mort hérétique, mais apparemment, à la fin de sa vie, en expérience son âme, il a dû faire une teshuva. Mais il était géant. Et plus tard, son petit-fils, on retrouve dans Rabbi Yaakov, dans les Pirkei Avot. Rabbi Yaakov, il dit Aolam hazeh domé li prosdor, aolam haba li taraklin. Ce monde est considéré comme un prosdor, un couloir, un corridor, et le monde futur comme le château, comme le palais. Prépare-toi dans l'antichambre, dans le couloir, pour être prêt à rentrer dans le palais, dans le monde futur. Et Rabbi Yaakov, c'est le petit-fils de Elisha Ben Avouya. Lui, il a compris, la Gemara dit qu'il a expliqué que les Maniarichun Yamecha ala Adama, c'est pas dans ce monde-ci, c'est dans le monde futur. Dans le monde futur, dans le monde où Yom Shekulo Aroch, Yom Shekulo Aroch, le jour où il n'y a pas, ou qui est très long, cette période qui va être très longue, dans la Maba, et bien à ce moment-là, il va mériter tout ce qu'il va mériter. Mais c'est sûr qu'il y a aussi à prendre au premier niveau. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a enlevé cette neshama de cet enfant? Il a ses raisons. On ne peut pas s'immiscer dans ses calculs. Si tu t'arrêtes à cela et tu deviens un expert comptable au nom de, et tu fais un audit sur le compte d'Hachem, ça ne marchera pas, mon gars. Maintenant, on reprend la Gemara. La Gemara dit comme ça. Alors, regardez, je vais partager. Dites-moi si c'est OK pour vous, si ça sort bien. Si ce n'est pas cool, on va changer, OK? Je l'ai mis ici en encadré. Voilà, en encadré. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Oui, il est jaune. Voilà, il est jaune. Et là, j'ai mis la flèche. Très, très bien. Alors, très bien. Alors, j'ai mis la flèche. J'ai mis la flèche à ce niveau pour voir. Donc voilà. Havitz Kedera. La Gemara a dit Havitz Kedera. Donc, on va voir, c'est un plat qui est fait, Rachid dit, min ma'achal, je mets ici, min ma'achal kafoui kmo halav shehavtsu bekeva, kach aussi ma'achal kafoui bagdera. C'est quoi ça? C'était une espèce de plat à base de céréales, de blé, etc. On n'a pas besoin du texte. Revenez, Monsieur Malkiel, revenez. On n'a pas besoin du texte parce qu'on ne peut pas le lire de toute façon. Ah oui? Non, c'est trop petit. Tu peux le zoomer. Non, on peut le lire. C'est Lamed Vav Amoud Bet. Il est grand. Ah ouais. Voilà, je l'ai zoomé là. Ok. Ouais, mais Monsieur Derry, vous ne me voyez pas? Je le vois, mais je n'arrive pas à le lire. Est-ce que moi, vous me voyez? Est-ce que vous voyez? Oui, moi, je vous vois en encadré, oui. Ah, en encadré. Ok, Waka. Vous voulez voir Monsieur Znati? Comme vous voulez. Non, je m'en passe. Je m'en passe, il est trop bronzé. Ok, on va faire ce petit paragraphe, après je vais changer. Alors, d'accord. C'est comme ça. Havitz Gedera. Donc, c'est un aliment qu'on a mis, c'est une gelée de Kedera dans la marmite. C'est fait à base de quoi? C'est une bouillie qui est faite à base de farine, miel et huile. Donc, Rachid explique que ça devient cafouille, ça devient une gelée. Donc, c'est fait à base des 5 céréales. C'était des plats qu'ils faisaient à l'époque. Vechen daïsa. La daïsa, vous connaissez ce mot daïsa pour les hébraïsants? Oui. Daïsa, c'est pareil, c'est un style de soupe comme ça, très dense, fait à base de 5 céréales, avec
Quel bracha on fait? Mais il y a beaucoup donc des épices, il y a du miel, beaucoup de miel dedans. Quel bracha on fait dedans? Gmara de nous dire, Rav Yehuda Amar chez Akol. Rav Yehuda nous dit, on fait chez Akol, Nia Bidvaro. La bracha qu'on fait dessus, c'est chez Akol Nia Bidvaro. On va l'expliquer pourquoi. Rav Kana Amar, Boré Mine Mezonot. Tandis que Rav Kahana nous dit non, Boré Mine Mezonot, c'est en abréviation. La Gemara doit s'expliquer. Bedaïsa Greda, Koule Alma l'obligé de Boré Mine Mezonot. Si on parle du blé pilé concassé avec du lait ou avec de l'eau pour en faire une petite, comme une soupe comme ça, très dense, c'est sûr que c'est mésonote, il n'y a pas de doute à ce sujet. Mais on parle d'une daïsa qui a été faite à la même sauce que la gelée, là. C'est quoi cette histoire? Il y a beaucoup de miel. Il y a beaucoup de miel dedans. Alors, la question, elle est à savoir comment considérer qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce plat? Le miel et la farine et ce blé, j'allais dire concassé, il n'est que l'accompagnement et le liant de ce miel, parce que je ne veux pas prendre du miel comme ça, c'est trop sucré, ou c'est le contraire, c'est le miel qui accompagne. Et vous le savez que selon cela, dans les lois des brachot, on va selon ce qui est majoritaire. On va selon ce qui est principal, on fait la bracha dessus, et ce qui n'est pas principal et qui est auxiliaire, eh ben, est accompagné par cette bracha. On ne va pas en faire une bracha spécialement. Alors, Rav Yehuda de nous dire, et Savar, Rav Yehuda il nous dit, Doufshaïka, moi je pense que l'aliment principal dans ce plat, c'est le miel. L'homme veut le miel et il ne peut pas prendre du miel comme ça en bloc, too much. Donc c'est vrai qu'il est mélangé avec ce blé pilé. C'est pourquoi on fait sur le miel qu'abracha nous faisons chez Akol. Donc cette préparation sera chez Akol, ça s'arrête là. Rav Kana Amar, Boré Mine Mezonot. Rav Kana n'est pas d'accord, il dit non, c'est Mezonot. Pourquoi? Savar, il pense, c'est Mida, Ikar. C'est Mida, ça veut dire c'est la farine. C'est ce blé qui est le plus important, qui est le principal. Et qui est Ikar. Alors maintenant, comment trancher la halakha? Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit Kavate de Rav Kana mistabra. Il dit apparemment, il serait plus logique que la loi suive l'opinion de Rav Kana qui pense que c'est Mezonot. Pour quelle raison? Des Rav et Shmuel, parce que c'est deux plus grands talmudistes de toutes les époques. Rav et Shmuel, des Amret Tarvayou, ils ont dit ensemble. C'est assez rare de voir Rav et Shmuel d'accord. Habituellement, ils sont jamais d'accord. Mais lorsqu'ils sont d'accord, c'est sûr que la halakha, elle est comme ça. Il n'y a pas de doute. Et Rav et Shmuel, ils ont dit ensemble Kol sheyesh bo mehameshet aminim mevarin alav voremine mezonot. Ils nous ont stipulé une règle qu'on va reprendre dans un instant, qui est une règle fondamentale dans toutes les lois de brachot qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Laquelle des règles? Que tout aliment qui contient l'une des 5 céréales que je vais citer maintenant, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre, si un aliment, un plat est composé à partir de ces 5 céréales, et on contient plutôt ces 5 céréales, je fais une distinction entre contient et composé. On va remarquer dans un instant cette différence, cette nuance. Dans tous les cas, on fait mésonote. Donc, il dit clairement, même si le miel, il donne bon goût à cette préparation, mais on fait mésonote sur ce qui est le plus important parce qu'eux pensent qu'on va tout de suite donner la priorité, la primauté aux 5 céréales parce que c'est ça qui nourrit l'homme, c'est eux qui méritent d'avoir la bracha de mésonote. Ok, ça c'est notre premier paragraphe. Goufa. La Gemara de dire Goufa. C'est-à-dire quoi Goufa? On reprend un texte et un sujet qui a été déjà dit. Comment? Son contenant. Goufa. Ça veut dire quoi son contenant? Gouf, c'est Goufa. Goufa, c'est Gouf. C'est Encore. Oui, Son oui, récipient. Non, mais le mot Goufa, lorsque la Gemara a dit le mot Goufa, ça veut dire qu'elle reprend le texte qui a été stipulé. Je reprends le corps du texte. Bravo. Je reprends le corps du texte qui a été dit juste avant et pour l'amener vers quelque part d'autre.
Parce qu'il y a ici dans l'affirmation qu'on vient de dire que Rav et Shmuel, ils ont dit lorsqu'il y a 5 céréales, on fait mésonote et ça prend le dessus. La Gemara dit ok, ça tu me l'as dit en passant. Maintenant, moi, je veux prendre cette phrase et l'analyser et en faire d'elle mon sujet aujourd'hui. Elle le reprend. Rav et Shmuel qui ont dit les deux. Kol sheyesh bo mechamishet aminim. Toute chose qui contient ces 5 sortes de céréales, mevachin alav boré minne mezonot. On fait la bracha de celui qui a créé miné des sortes mésonotes d'aliments qui nourrissent. Mazon, c'est un aliment qui nourrit, qui rassasie. Vitma mami. Et on retrouve aussi un autre enseignement, et je vous en prie d'ouvrir grand vos oreilles et surtout votre force d'analyse pour voir la différence entre ce que je viens de dire. Je répète ce que je dis. Kol sheyesh bo michameshet aminim. Toute chose qui contient de ces céréales. Seconde phrase que Rav et Shmuel ont aussi dit, Kol shehu michameshet aminim. Tout aliment qui est composé de l'une des 5 sortes de céréales. Mevarin ala boremini mezonot. Donc, on voit ce qui contient 5 céréales, on fait mésonote, et ce qui est composé de ces 5 céréales, on fait mésonote. Apparemment, c'est à peu près la même chose. La Gemara de nous dire, elle explique la nécessité, utricha. Utricha, et j'ai une nécessité d'expliquer et de dire ces deux formules, de dire cette chose par ces deux manières. Pourquoi? Di ashmoinan kol sheu ava amina mishum deite behene. Très bon. Si je t'avais dit que tout plat qui est kol sheu, c'est quoi kol sheu? Tout ce qui est composé de 5 céréales, on fait mésonote, j'aurais dit, dès que tu as un plat, et il y a dedans les 5 céréales, même d'autres choses, mais il y a les 5 céréales, comme je le vois, ce 5 céréales, je le vois devant moi, il est béainé. C'est quoi béainé? C'est-à-dire qu'il est visible, il est en l'état visible, elle est présente à l'état pur. Alors c'est pourquoi je dois faire mésonote. Mais qui dit que lorsqu'elle a changé d'état, elle est devenue farine, elle est devenue autre chose, elle est dans le plat, je ne la remarque même pas, je ne peux pas te dire c'est quoi exactement qui est dedans, mais je le sais qu'il y a dedans. Peut-être dans ce cas-ci, je ne ferai pas mésonote. C'est pourquoi j'ai besoin de te dire aussi en hébreu et te dire kol sheyesh bo michameshet aminim. Donc au départ, ils ont dit kol she ou michameshet aminim, composé. Et donc j'aurais dit que si c'est en l'état pur, je comprends pourquoi on fait mésonote. Mais si c'est en état dérivé, on n'en ferait pas mésonote. Réponse que oui, on fait mésonote dans ce cas-ci aussi. Alors j'arrête le partage. Il faut que j'aille à la prochaine page de la Gemara. Vous allez voir après, on va arriver à des sujets qui sont très intéressants. Si on a le temps, on va arriver à parler même de la bière. La beracha de la bière. Justement, hier, on en a consommé pendant le Seder Bishvat. La bière qui provient des 5 céréales, de la bière, de l'orge. Et alors, quand on fait chez Akol dessus, pourquoi on n'en ferait pas mésonote? On discutera de tout ça. Maintenant, prochaine chose que la Gemara nous dit. Est-ce que ça vous a plu d'avoir à l'écran ou pas? Dites-moi, je vous en prie. Moi, je préfère comme ça. Ça fait... Oui, mais c'est bien pour les hébraïsants. Ceux qui peuvent lire, c'est bon. Non, parce qu'on n'arrive pas à lire clairement. Non, parce que Rabbi Daniel, il a sa Gemara. Rabbi Monsieur Harouche a sa Gemara. Le reste, ça vous est égal? Nous, on n'est pas assez érudits pour avoir une Gemara. Hazve Shalom. Hazve Shalom. Alors, on avance. Mais on a Rabbi Malkiel. C'est bon, ça vous va comme ça, on y va comme ça. La Gemara de dire. Oui. On va expliquer, justement, je pense que c'est ça que vous avez dit. J'avais cette question, mais je veux juste m'assurer d'avoir bien. Si vous allez revenir sur le fait pourquoi l'orge, on l'a fait chez Akol, dans le Seder. Oui, sur la bière. Sur la bière. Bon, si on a de l'orge dans une soupe. Oui, dans ce cas-ci, alors on va le voir. L'orge, ça dépend c'est chez Akol. Non, c'est sûr que c'est pas chez... Elle est mixée? Il y a plusieurs, c'est une soupe qui contient plusieurs légumes, évidemment. Oui, non, mais je veux dire, c'est la soupe, vous savez, style orge concassée, là? Oui. Ben dans ce cas-ci, mais c'est-à-dire concassée. Non, elle n'est pas concassée, non? Non, c'est un vœu. Quelle différence ça fait? Est-ce qu'il y a une différence? Il est bien identifiable. Oui, elle est identifiable.
Elle est identifiable. Alors, elle n'a pas perdu sa forme d'or. Très, très bien. C'est magnifique parce que c'est vraiment… là, on va entamer la page 37. Entre page 37 et 38, on va parler de tout ça. Comme j'ai dit au début du shiur, on va parler des choses des aliments qui ont perdu leur forme ou qui sont là en leur forme. Par exemple, je donne un exemple. Prenez un grain de blé. Un grain de blé, vous faites quel béracha dessus? S'il est tel quel, vous faites Adama. Mais il va être collé avec d'autres qui est min kedera. C'est quoi qui est min kedera? C'est-à-dire qu'il devient un plat. Un plat, tu vois, il est un peu collé, il est découpé. Dans ce cas-ci, il rassasie, il devient mésonote. Il deviendra mésonote. Mais tout de suite, on va le voir. Par exemple, c'est le cas de figure le riz soufflé. Le riz cuit, le riz soufflé. La Gemara, tout de suite, elle va le dire. Tu veux qu'il mange le riz grillé tel quel, ou même du blé grillé tel quel. Ça serait Adama, ce n'est pas mésonote. Mais dès qu'il en devient un plat, ok, et qu'on le remarque, alors il deviendra mésonote. Et donc, par exemple, je vous donne le blé de la finance, c'est mésonote. Ben, oui, s'il est tout mélangé, s'il est mélangé un peu sticky comme ça, comment dire sticky, un peu collant comme ça, il deviendrait mésonote à ce moment-là. Mais sauf que la dafina, si tu n'as pas fait moitié avant, tu fais mésonote. Mais si tu as fait moitié avant, il n'y a pas de question. Justement, je vais vous lire aussi ici un instant à ce sujet. Voilà. Alors, comme ça. Comme j'ai dit, hitam et vouchelet, du blé qui a été cuit, im nid bekatsat, si elle est collante. Parce que vous savez, parfois, vous pouvez faire une cuisson, et ça dépend aussi de la qualité du blé, ça dépend plein de choses. Et parfois, le blé, il sort vraiment, et il y a de l'huile dedans, il sort vraiment, il est seul. Chaque grain de blé, grain par grain. Ça dépend le goût. Il y a des gens qui aiment beaucoup collant comme ça. Il y a des gens qui aiment, moi je donne un exemple, allez, l'orge perlé, ouais, je l'aime bien tout seul comme ça, s'il n'est pas tout collant, même le riz, etc. J'aime pas quand ils font une forme, un seul bloc. Et il y a des gens qui en raffolent. Mais ça fait une différence dans la beracha. Si c'est du blé pur comme ça, qui est bien identifiable tout seul, dans ce cas-ci, le blé qu'il pousse, il pousse dans la terre, donc c'est Adama. Quand est-ce qu'il devient mésonote? Quand il devient un aspect de quelque chose qui est bourratif. Vous voyez ce que je veux dire? Qui devient un plat, qui va être rassasié. Mais pas quelque chose que tu vas manger comme des petites pépites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire si c'est mélangé, par exemple, le riz, et vous le mélangez, il y a la viande, il y a tout, ça devient… Alors oui, si le riz lui-même, il est collant. Amalgamé. Hein? Amalgamé. Amalgamé. Maintenant, autre chose. C'est toi qui fais la DAF, Radi? Quoi? C'est toi qui fais la DAF? Moi, la DAF? Moi, je fais le DAF de Gemara. Ah oui, d'accord. C'est ce que je pensais. Hein? Mais il mange la DAF. Non, mais comme tout bon mari tous les samedis matins, je me lève pour la vérifier. Et le vendredi soir, avant de dormir aussi, je vais la vérifier pour être sûr qu'elle est bonne. Vous savez, de toute façon, j'ai pas besoin de vous apprendre. Sinon, tu le dis à ta femme. Non, sinon, je suis là à mettre on ne peut pas augmenter Shabbat, mais à la soulever, ou vous savez, il y a, par exemple, Shabbat, on ne peut pas rajouter de l'eau dans la dafina, mais il y a une manière. Une manière comment rajouter de l'eau dans la dafina. Alors, vous savez, on ne va pas faire un cours de recette, mais la dafina, il y en a qui mettent des sachets de riz, sachets de blé, des œufs. Il y en a qui mettent tout ensemble. Ça dépend chacun comment il a fait. Je ne sais pas comment on l'a fait à Fès, mais en tout cas, moi, je vous dis, ça dépend comment. On l'a envoyé au Fran. Exactement. Tu viens de te tirer des ennuis. En tout cas, alors dans cette histoire de la DAF, il y en a qui mettent aussi un sachet en plastique, donc comme les autres sachets, mais avec de l'eau. Et s'il voit que sa dafina, il va lui manquer de l'eau,
elle va commencer à se dessécher, à brûler. Il pique le sachet et il fait couler toute l'eau. L'eau qui est déjà chaude, qui est déjà bouillie dedans, et le rhum d'Afina qui est top. Il y a une autre manière, mais je n'ai pas envie de vous rendre vous fatiguer avec ça. Les attachants, je vous dirais. Et lever le feu. Quoi? Lever le feu. Non, mais on ne peut pas le. Quoi? C'est-à-dire quoi? L'enlever de la plata? Ouais. Oui, non, je sais, mais je veux dire dans les cas où il n'y a pas du tout d'eau. Même si tu la lèves, arrête l'histoire. Tu peux. Ou on la mange un peu plus tôt. Voilà. Alors, ça dépend du discours du rabbin à la synagogue. Si tu lèves le couvercle, est-ce que tu as le droit après de le remettre? C'est une bonne question. Parce que Shabbat, on ne peut pas refermer un couvercle, ça pousse la cuisson. On ne peut pas quoi? Shabbat, fermer le couvercle, ça provoque une accélération de la cuisson. Shabbat, on n'a pas le droit, mais ça dépend. Lorsqu'elle est déjà brûlée, tu ne veux plus accélérer. C'est ça. Non, ce n'est pas qu'une notion de bichour. Non, ce n'est pas ça. Et il y a une notion de mégis. Bon, c'est assez complexe. On pourra en faire un limoud. Justement, M. Benizri, Zachar Letov Sidney, ça fait quelques jours, il m'a posé une question d'Alacha qu'on avait dit à la synagogue pendant les halachot du vendredi soir. Il avait bien retenu. Et le rabbin Banon a donné un shiur. Et dans le shiur, il avait dit une halakha, et en disant que par rapport à cette histoire le four de Shabbat, le mode Shabbat. Alors il avait dit une halakha, il m'a dit, mais est-ce que vous avez dit le contraire? Je lui ai dit, écoutez, moi je prêche pour ma paroisse, le rav qui a dit cette halakha, il s'appelle Rav David Yosef, qui disait qu'on avait le droit de remettre dans le four si on mettait dans le four qui est en mode Shabbat. Hein. Le thermostat ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge, aucune lumière qui s'allume. Et si tu mets sur un plat à l'envers dans le four, tu peux remettre des choses là-bas pour chauffer des choses qui sont sèches, des solides. Mais beaucoup, et si je peux dire même la majorité des décisionnaires, pensent que c'est interdit de le faire, de remettre. Ça veut dire que tu peux mettre vendredi soir tes plats tout dedans. Tu peux les sortir sans problème. Mais tu ne peux plus les remettre. Quelque chose réchauffé, la majorité disent que non. Et moi, j'avais prôné la halakha selon le Rav David Yosef, qui s'appelle le halakha Berura, que je considère beaucoup. J'ai dit que si quelqu'un n'a pas le choix, il n'a pas de plata ou il n'a pas de choses comme ça, qu'il le fasse de cette manière. Alors, il a dit le contraire. Je lui ai dit, OK, c'est vrai que la halakha large, elle est comme ça. Mais moi, je vous ai donné la halakha selon le Rav David Yosef, et je n'ai pas à me défendre par rapport à cela. Maintenant, si on peut ajouter de l'eau chaude, du percolateur. Non. On ne peut pas directement. Je vais expliquer pourquoi. Qui a posé la chéla? Moi. Ça arrive souvent, M. Zaguri? Alors, je vais expliquer. Le problème qu'il y a, c'est que ta dafina, ta marmite, elle s'appelle Keli Rishon. Keli Rishon, c'est-à-dire l'ustensile qui est directement sur le feu, sur la source de chaleur. Lorsque je vais ouvrir et faire couler l'eau, eh bien, tu vas me dire, oui, mais mon eau aussi, elle était dans une source de chaleur. Sauf qu'il va y avoir ce qu'on appelle le hérouille. Hérouille, c'est-à-dire qu'elle va passer le flux d'eau que je vais faire couler. À ce moment-là, elle va être dans la température ambiante de la pièce et non pas dans le klirichon, au moment où elle coule. À ce moment-là, je la fais rentrer d'un hérouille et je la refais rentrer dans un klirichon. Et j'ai un problème Shabbat de faire ça, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, il y a une autre technique. Il y a une technique pour ne pas avoir ce problème. Je vais prendre un style de louche. Vous voyez une louche? Oui. Bien, vous la mettez dans votre kumkum. Dans quoi? Dans le kumkum, dans le percolateur. Oui. Tu attends quelques secondes là-bas où tu vois que. Et après, tu la sors, tu vas sur ton croque-pot ou sur ta marmite et tu déposes délicatement ta louche, pas d'en haut à verser, sinon on n'a rien à gagner. Tu la poses délicatement dedans et tu verses doucement. Ce qui fait qu'il ne va pas y avoir ce flux. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ça ne va pas couler en l'air. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de hérouille. Et c'est comme ça que le Rav Ophir Malka écrit dans son livre, le Halichot Shabbat. Il écrit comment faire pour ne pas avoir ce problème. Et les lois de Shabbat sont complexes, sont denses, et surtout de Bichoul, de la cuisson.
mais on peut apprendre petit à petit. Le meilleur moyen, c'est de ne pas la toucher jusqu'à ce qu'on la mange à midi. Ouais, mais le meilleur moyen, c'est aussi d'avoir le Mashiach. avec ce qu'il y a. Vous comprenez? Donc, dernière chose. Au Maroc, à Fès, il n'y avait pas ce problème. On prenait la daf, on l'envoyait au four, elle revenait comme elle revenait. Paraît-il, dites-moi, monsieur Derry, paraît-il, parce que j'ai parlé même quand je vivais à Casa, on me disait qu'à l'époque, bon, maintenant ils sont modernisés, ils ont tous leur plata, mais il y avait des noms sur les dafina, et des fois, ils se trompaient, ils recevaient la famille à Bitbol. Ils ne se sont jamais trompés. Jamais trompés. Attends, et le pain, c'est pareil. Tout le monde envoyait son pain. Et il reconnaissait le pain. Le marchand du four était un spécialiste. Il connaissait les familles, les formes de pain, la quantité, etc. etc. Et il fallait la sceller, la DAF. Oui, la DAF, bravo. Il fallait la sceller par rapport à la halakha. Parce que tu ne peux pas laisser de la viande comme ça ouverte. Mais bravo, c'est bien. Mais si je n'étais pas au Maroc, si je n'étais pas là, les quelques années que j'ai passées, je n'aurais pas pu croire ce que vous me dites. Parce qu'aujourd'hui, on est chacun chez soi, tu te dis, mais. Et quand j'ai vu ça de mes propres yeux, que les gens, ils envoyaient leur pain au four, au pain, et comme vous dites, le type qui est là-bas, il sait reconnaître. Alors, celle-là, c'est à Madame Barchichat, celle-là, c'est à Madame ci, celle-là, c'est à Madame ça. Madame Barchichat n'a pas envoyé de pain. Je vous laisse, je vais laisser. Je vous dis, Kol Tov, Shavua Tov. Et bien, on se retrouve pour le prochain shiur. On va développer toute la halakha par rapport au riz. Le riz qui est très intéressant, ne fait pas partie des 5 céréales, mais on fait maisonnote dessus. Ok, alors juste rapidement, je sais que vous devez quitter pour l'histoire de. Non, l'orge. Alors, dans ce cas-ci, ça serait maisonnote. Si c'est comme ça qu'on casse, si tu les vois, ça serait maisonnote. Ok. Mais le riz n'est pas une céréale. Comment? Le riz, ce n'est pas une céréale. Elle ne fait pas partie des 5 céréales. Alors, quand est-ce que l'orge est chez Akol? Jamais chez Akol. À moins qu'il soit complètement. En tant que bière. Même pas. S'il est cru, tu ne fais pas de bracha. Rabbi, rien que pour les miettes de pain qu'on a jetés pour les oiseaux ce Shabbat, oui. Je crois que c'est les écureuils qui ont bénéficié de ça. Alors, vous rigolez. Il n'y a pas un seul oiseau là-bas. Alors, vous rigolez, mais on a qu'on appelle ça, je vais rappeler, parce que M. Zinati, je vous rappelle, c'est quoi? On a parlé du minag, que Parashat Béchalah, il y a lieu d'envoyer des grains, des miettes de pain aux oiseaux, par rapport à ce qui s'est passé, un miracle qui s'est passé dans le désert avec la manne, etc., les oiseaux, etc. Alors, j'ai dit, au Canada, avec le froid qu'il y a, les seuls qui vont venir te manger, c'est les écureuils. C'est ce qui s'est passé. Alors, moi, je vous dis, c'est que ce Shabbat, quand j'ai ouvert la porte, j'ai écouté les oiseaux, que vous le sachiez. Je ne sais pas si c'était le voisin, en tout cas, j'ai écouté les oiseaux. Est-ce qu'il était surgelé? Je ne sais pas. Autre chose, un instant. Donc, c'est vrai que dans ce fameux Seder-là, c'est marqué l'orge, ensuite chez Akol Midvor, mais qu'il faut lire le français. Oui, c'est pour la bière. Il faut lire le français, mais pour la bière, c'est ça. Mais c'est trompeur quand même. C'est trompeur parce que on voit l'orge et on pense chez Akol. Et je me disais, c'est impossible que l'orge c'est chez Akol. Et je n'avais pas lu le truc en français. Non, voilà, c'est ça. Donc, dans la soupe d'orge, où l'orge, celle qui est l'essentiel, tu la vois. Il y a juste quelques petits trucs là-bas de Kuzbara, quoi que ce soit, c'est maisonnote sur ça, il n'y a pas de doute. Ouais. C'est tout. En tout cas, bonsoir tout le monde. Kol Tov et Hatzlacha, que de bonnes choses. Kol Tov, Kol Tov. Bonne nuit. Bye bye.